Check-in, le podcast de Sunset Boulevard, votre guide de voyage aux USA. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Check-in. Je suis Jean-Christophe de Sunset Boulevard et je suis ravi de pouvoir donner vie à ce nouveau projet pour Sunset. C'est un podcast donc, évidemment consacré au voyage aux USA. L'ambition est simple, c'est mieux vous aider à organiser votre road trip et répondre à toutes vos questions. Alors je ne vous cache pas que la préparation de ce premier épisode a été un peu bousculée par une actualité qui ne vous a pas échappé et qui nous a rendu le sourire. C'est la réouverture des frontières américaines. C'était le 8 novembre dernier, après 20 mois d'un interminable travel ban. Et voilà pourquoi je suis très heureux d'accueillir Johanna, rédactrice pour Sunset et fidèle de la communauté depuis 11 ans et surtout, totalement addict des USA. J'ai pas trouvé un mot plus fort qu'addict. Bonjour Johanna. Bonjour Christophe. Si ta présence est si importante aujourd'hui, c'est que tu viens de rentrer d'un city trip aux États-Unis et qu'on a donc très hâte d'avoir ton ressenti sur ce voyage seulement 2 jours après la réouverture des frontières américaines. Alors dis-moi, c'est quoi ton secret? Comment est né ce projet? Comment as-tu fait? Écoute, j'avais 2 voyages de prévus il y a 2 ans, donc en 2020 en fait, pas tout à fait 2 ans, au moment de la fermeture des frontières. Donc je devais partir en mai 2020 et en septembre 2020. C'était 2 voyages de prévus depuis longtemps. Comme on sait, le Covid est passé par là et du coup, j'ai dû annuler mes 2 voyages que j'ai reportés à plusieurs reprises. Les frontières ne réouvrant pas, j'ai fini par abandonner mes 2 projets. Et en septembre, du coup, cette fameuse annonce de la réouverture des frontières prévue pour novembre. Qu'est-ce que je fais tout de suite? C'est que je regarde s'il y a moyen de pouvoir partir assez rapidement, parce que je pense que c'est le cas d'un peu tout le monde, mais ça me manquait quand même beaucoup. Voilà, je m'organise avec mon travail. Je me laisse quand même 10 jours de marge, parce qu'il n'y avait pas de date de posée par le gouvernement américain. Donc voilà, par prudence, je me dis, je me laisse 10 jours, on verra bien. Donc je prends mes billets pour le 10 novembre. Toujours pas de date d'annoncer par le gouvernement, ça traîne un peu, assez stressant cette période. Et puis finalement l'annonce, voilà, de la réouverture du 8 novembre. Donc bingo, je me dis c'est bon, c'est parti. Je vérifie toutes les conditions, bien sûr, parce que... Donc tu n'as pas échappé aux nouvelles règles qui sont liées à cette réouverture. Voilà, j'ai pas échappé aux nouvelles règles. En France, je sais pas si c'est un avantage, mais en tout cas, on est quand même en majorité vaccinés. Donc ça, c'était déjà un point en moins. Donc ça, c'était plutôt cool. Il restait plus que le test PCR à faire et une déclaration sur l'honneur disant qu'on n'avait pas de signe du Covid. Après, c'était sur la réservation des hôtels où ça a été un peu compliqué parce que certains hôtels demandaient des tests PCR en fait à chaque entrée dans l'hôtel. Sauf que aux États-Unis, ça peut coûter très vite cher de faire les tests PCR. Donc voilà, il a fallu choisir des hôtels qui acceptaient juste le pass sanitaire en fait. Alors quelles premières images tu gardes de ton arrivée aux États-Unis? Évidemment, une arrivée très singulière. Tu t'attendais, j'imagine, à tout. Tu avais blindé ton dossier et finalement... Voilà. Et finalement, une entrée comme il y a 2 ans en fait. Enfin, il n'y a pas eu de différence. Alors moi, mon dernier voyage, il date de décembre 2018. Quand je suis arrivée à l'immigration, après être sortie de l'avion, j'avoue que j'étais assez fébrile. Je m'attendais à tout, je savais pas du tout ce qui allait se passer. J'avais blindé mon dossier, j'avais tout photocopié, alors que d'habitude, je peux être un peu tête en l'air, mais là, j'avais vraiment tout organisé pour que ce soit nickel et qu'il n'y ait aucun problème. Et en fait, je suis passée à l'immigration. L'agent qui m'a reçu m'a posé les questions classiques, pourquoi j'étais là, combien de temps je restais, voilà, si je travaille, quel travail j'effectuais. Alors, je suis infirmière, donc à partir du moment où je lui ai dit que j'étais infirmière, la porte était grande ouverte, je dois te dire. C'était merci pour tout, allez-y. Voilà. Ils m'ont pas demandé mon pass sanitaire, ils m'ont pas demandé mon test PCR, ils m'ont pas demandé ma déclaration sur l'honneur, rien du tout. Je suis passée comme ça et c'était parti. Effectivement, il faut quand même préciser, il faut le rappeler, même si ça paraît évident pour des gens qui sont déjà allés aux États-Unis, que malgré les conditions sanitaires particulières, il faut toujours faire l'ESTA, ça n'a rien à voir. Alors, en effet, l'ESTA, ça n'a pas changé, c'est toujours obligatoire. Moi, je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, j'avais pas cette pression-là puisque mon ESTA, je l'avais déjà fait en 2020 pour mon voyage qui était prévu en mai. Donc, du coup, il était encore valable. Donc, j'ai pas eu à me soucier de cette question-là.
Ceci dit, j'ai pas entendu parler de problème de validation des stats pour ceux qui sont partis dans l'intervalle. Donc, je pense pas que ça a changé grand-chose. Mais oui, ça reste toujours obligatoire, hein, bien sûr. Tu atterris donc à San Francisco, donc le 10 novembre. Tout à fait. Quel souvenir tu gardes de l'ambiance, c'est-à-dire les premiers pas que tu as fait en dehors de l'aéroport? Je suis arrivée donc à San Francisco, donc j'ai fait un voyage, un city trip, hein, donc j'ai pris le BART pour rejoindre le centre-ville. Ma première impression, ça a été, j'en suis rentrée à la maison. C'est vraiment cette sensation-là. Alors, faut savoir que moi j'ai une relation particulière avec les États-Unis. Hein, c'est vraiment ma deuxième maison. Et je me suis confrontée à une ville quand même vide de touristes. Faut savoir que moi j'y avais pas mis les pieds depuis 10 ans à San Francisco, et ça m'a quand même frappée de voir cette ville vide. Parce que clairement les rues étaient vides, il y avait que les locaux, hein. Le tourisme n'avait pas vraiment repris. On voyait bien, hein, c'était assez calme, enfin c'était assez étonnant. Et en même temps, pas si désagréable que ça finalement, de se retrouver comme ça vide, enfin dans les rues vides et tout ça. J'avais l'impression de faire un peu partie de, comment dire, des locaux, quoi. C'était vraiment cette impression-là. Puis en plus, d'autant plus quand on n'a pas de voiture et qu'on prend les transports en commun. Du coup, c'est plus marquant, quoi. Donc finalement, cette espèce de paradoxe entre la ville est à moi Oui, et pas l'impression touristique habituelle. tout à fait, voilà. C'est une ville quand même qui est assez touristique, enfin San Francisco, moi du souvenir que j'en ai en tout cas, où ça grouille dans les rues, il y a du Ouais. monde, il y a des touristes, on voit c'est vivant, c'est bruyant. Là, c'était pas du tout cette impression-là. C'était vraiment vide, vraiment vide. Il y avait quelques personnes dans la rue. Le cable car, par exemple, circulait. Je suis restée un petit moment à l'admirer parce que bah voilà, ça reste très emblématique de la ville. Et, euh, et il était vide. Et ça, il y a 10 ans, moi, c'est le souvenir, c'était de ne pas pouvoir monter dedans parce qu'il y avait trop de monde. Et là, en plein milieu de la journée, il y avait personne dedans, quoi. Alors qu'est-ce que tu as fait là-bas? Alors à San Francisco, donc moi, du coup, c'était un retour. Hein, j'avais décidé de faire un voyage centré sur les villes, déjà pour m'éviter la location de voiture, parce que comme on a pu le remarquer, les prix ont explosé et ça devient vraiment compliqué là d'envisager un road trip vu les prix qui sont pratiqués. Donc je m'étais dit j'allais faire un city trip comme ça, ça allait me simplifier la vie. En plus avec le Covid, on savait pas trop à quoi s'attendre. Donc je voulais pas me mettre en difficulté. Je partais seule en plus de ça. L'idée là, c'était plutôt de me refamiliariser avec cette ville, de profiter, de me balader. J'avais pas d'exigence particulière. Je voulais juste profiter un peu de l'atmosphère et des coins. Donc bon, moi j'ai fait ma touriste, hein, de base. Hein, j'ai fait tous les coins touristiques de la ville. Mon premier jour, quand je suis arrivée assez tôt, parce que du coup j'avais pris un vol très tôt le matin. Donc l'après-midi, je suis allée à Baker Beach, qui est une plage qui a une vue sur le Golden Gate Bridge, donc qui est plutôt sympa et tout. Donc je me suis baladée dans les quartiers, c'était plutôt cool. C'était assez tranquille, j'étais complètement décalée avec le décalage horaire, donc je suis rentrée assez tôt à l'hôtel et je me suis endormie comme une masse à 18h. Voilà. Et puis le lendemain, du coup, levé très tôt, donc j'ai bien profité là. Du coup, j'ai pris le cable car, donc qui était vide, donc ça c'était plutôt cool. Je suis allée jusqu'à Fisherman Wharf, et puis je me suis baladée sur les quais jusqu'au Pier 39, et après je suis allée à la Kuwait Tower, où je suis montée. Il y avait que des Américains, c'était assez drôle. Donc des retrouvailles complètement réussies. Ça m'a soulagée d'un poids en fait, comme si enfin c'était de nouveau possible. C'était le soulagement, on va dire. Alors après donc 2 jours passés à San Francisco, tu as décidé de rejoindre ta ville de cœur, c'est Los Angeles. Tout à Et fait. alors, non pas par voiture, on l'a expliqué, parce que les prix ont flambé. On peut peut-être faire une petite parenthèse pour expliquer pourquoi les prix ont flambé. C'est parce Bien qu'à sûr. cause de la crise, les loueurs ont dû se débarrasser d'une grosse partie de leur flotte. Ils ont du mal aujourd'hui à refaire leur stock à cause notamment des problèmes de semi-conducteurs. Donc pas de voiture pour toi, t'es pas descendu par la Pacific Coast Highway, Non. donc pas de vol intérieur non plus. Mais alors comment t'as fait? Du coup, comment j'ai fait? J'avais un rêve depuis longtemps. Alors, c'était prévu pour mon voyage de 2020, du coup. C'était de prendre le train, donc le célèbre Coast Starlight. Donc, il y a un train qui relie Seattle à Los Angeles par la côte pacifique. Et donc, il s'arrête à plusieurs endroits, notamment San Francisco. Enfin,
c'est pas tout à fait à San Francisco, il s'arrête à Oakland en fait. Donc du coup, je me suis dit c'est l'occasion, j'ai pas loué de voiture, je rêve de prendre ce train, voilà, de découvrir les vues si belles de la Californie. J'ai pris ce train en gare d'Oakland le vendredi matin à 9h pour un voyage de 12 heures à travers la Californie. J'avoue, c'est assez long. C'est vrai qu'en avion, ça m'aurait pris 1 heure. Mais je regrette pas du tout parce que déjà le train est super, enfin c'est très confortable et puis surtout les paysages traversés sont juste magnifiques. Alors moi j'ai toujours conduit aux États-Unis, je voyage avec des gens qui n'aiment pas forcément conduire donc c'est souvent moi qui suis au volant. Là c'était l'occasion de pouvoir admirer un peu les paysages sans être concentré sur la route. Donc ça c'était plutôt sympa. J'ai traversé toute la Californie de Oakland jusqu'à Los Angeles en passant par San Luis Obispo et Santa Barbara. C'est un voyage qui coûte cher, ce train? Alors pas du tout, non. De mémoire, j'ai payé $50 le trajet. Ah oui. Oui, donc vraiment pas cher, moins cher que l'avion, moins cher que la voiture forcément. Oui. Voilà, et surtout beaucoup plus reposant parce que vraiment ce train est très confortable. Enfin, c'est rien à voir avec nos trains comme on peut l'imaginer où on est serré et tout ça. Non, on peut s'allonger. Il y a un restaurant. C'est un train qui est sur 2 étages et l'étage supérieur, en fait, il est panoramique. Enfin, il y a toute une partie qui est panoramique où du coup on a vu une vue sublime sur l'extérieur. Donc un bon plan pour toi, hein? Tout à fait, oui. Mais alors où est-ce que tu es arrivé à Los Angeles? C'était Union Station? Tout à fait, oui. Gare mythique de Los Angeles. Moi, j'adore le cinéma, j'adore les séries. Et cette gare, elle est quand même souvent représentée au cinéma. D'ailleurs, même si on prend pas le train, il faut prendre quelques moments pour aller voir cette gare qui est effectivement sublime, hein. Ah, tout à fait, oui. Elle est magnifique, l'intérieur. De toute façon, elle est située assez près de downtown. Donc, l'occasion d'y aller, si les gens visitent le centre entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de centre-ville à Los Angeles, mais le centre des affaires, en tout cas, de Los Angeles, oui, en effet, c'est une étape incontournable. Alors on disait que Los Angeles c'était ta ville de cœur, donc j'imagine que l'émotion a été très très forte parce que quand même après un travel ban aussi long, après une attente aussi longue, ça a quand même été quelque chose pour toi. Alors tout à fait, oui. Je me voyais pas revenir aux États-Unis pour mon premier voyage sans passer par Los Angeles. J'ai longtemps hésité, en préparant ce voyage, je me dis où est-ce que je peux aller. Je voulais quelque chose d'assez simple. Je voulais pas me compliquer la vie et très vite, Los Angeles s'est imposé à moi. C'est comme tu le dis, c'est ma ville de cœur. C'est là où je me sens chez moi en dehors de chez moi. Donc très vite ça s'est imposé à moi. Alors qu'est-ce que j'ai ressenti? Beaucoup d'émotions forcément. Retrouver les odeurs, retrouver la chaleur parce que mine de rien San Francisco, il faisait pas froid quand j'y étais, mais ça reste quand même une ville soumise au vent et tout ça, donc pas forcément très chaude. Los Angeles, quand je suis arrivée, il faisait 30 degrés. Donc, autant te dire que le choc a été assez intense. Et puis voilà, de retrouver les odeurs, les palmiers, tout ça. Enfin, c'était assez fort en émotion. Et il y a un lieu qui t'a fait extrêmement plaisir à découvrir, c'est l'Academy Award Museum. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Je le conseille à 10 000%. Ce musée est juste grandiose. Très 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 bien fourni, très ludique, sympa, enfin vraiment un gros coup de cœur que cette visite. En fait, il y a plusieurs salles, il y a des salles où il y a des extraits vidéo. Alors bien sûr, tout est en anglais. Il y a pas mal de français, j'ai trouvé. Alors est-ce que c'est par rapport au fait que le cinéma a quand même beaucoup de liens avec la France vu que les frères Lumière étaient français? Et puis j'ai trouvé quand même assez accessible dans le sens où il y a beaucoup de costumes, beaucoup d'extraits de scènes. Ce que j'ai adoré, c'est qu'ils expliquent un peu comment ils tournent les films, comment ils s'occupent du son, comment ils s'occupent du montage, tout ça, c'était passionnant. Alors après, il faut quand même un niveau d'anglais, je pense, un peu primordial. Dernière étape de ton city trip, c'était New York. Alors j'imagine que l'ambiance n'était pas tout à fait la même que sur la côte ouest. Comment ça s'est passé? Raconte. Alors du coup, après ces 5 jours à Los Angeles, j'ai pris un avion pour New York. New York n'était pas prévu forcément à la base, mais du coup en cherchant mes billets d'avion, les prix étaient beaucoup moins élevés au retour de New York pour la France. Donc je me suis dit tant qu'à faire, j'adore cette ville aussi. Ça va être l'occasion d'y remettre les pieds. J'y suis pas allée depuis ça faisait 4 ans, donc c'était l'occasion. Donc voilà, donc j'ai pris un vol interne de Los Angeles jusqu'à JFK. J'avais pris un hôtel sur Long Island.
Donc le lendemain, j'ai atterri dans Manhattan. On n'est pas au niveau de l'avant Covid. C'est pas la foule non plus, mais c'était beaucoup plus vivant quand même que la Californie. Alors à New York, il y a un lieu qui t'a complètement emballé. Et j'ai eu la chance, alors pareil, il a ouvert récemment cet observatoire qui est dans l'immeuble One Vanderbilt, qui est situé juste à côté de Grand Central Station. Et du coup, j'ai eu l'occasion de faire l'observatoire Summit, qui se situe au 91e étage de cet immeuble et qui est un lieu complètement hallucinant. Donc en fait, c'est un observatoire, mais très atypique dans le sens où tout est fait en miroir. Donc on a l'impression de flotter dans la ville, c'est très étrange, c'est très très surprenant et en effet vertige s'abstenir parce que du coup on a l'impression de, comme je dis, de flotter dans le vide et de plus être ancré dans le sol. Vraiment à faire. Enfin, j'ai trouvé ça génial. C'est le show à l'américaine comme on l'imagine. Enfin, tout est grandiose, tout est plus quoi. Quelle vue ça offre exactement ? Alors la vue, elle est plutôt pas mal. J'ai eu l'occasion de faire 2 observatoires par le passé. J'avais fait le Top of the Rock et le One World Observatory, donc qui est situé dans le Financial District. Donc on a une vue sur l'Empire State Building qui est juste sublime, une vue sur le Chrysler Building qui est magnifique aussi, Central Park qu'on voit très bien et bien sûr tout Manhattan. Brooklyn, enfin bref, une vue à 380 degrés qui est juste sensationnelle. Par rapport aux autres observatoires que j'ai pu faire, j'ai trouvé que c'est celui qui était le plus complet du coup, parce qu'on voit l'Empire, on voit le Chrysler, on voit Central Park et on voit Manhattan. Oui, une position un peu plus centrale en fait. Tout à fait, voilà. Et qui, du coup, quand on est dans l'Empire, on voit pas l'Empire, donc c'est un peu frustrant parce que pour moi, c'est un des plus beaux immeubles de Manhattan. Et puis, du Top of the Rock, on voit pas trop bien le Chrysler Building. Ça, c'est un peu frustrant aussi parce qu'il est magnifique, pareil. Donc, l'avantage avec One Vanderbilt, du coup, c'est qu'on voit les deux. Il y a un sujet dont on n'a pas encore parlé, c'est le budget pour ces 3 villes, San Francisco, Los Angeles et New York. Est-ce que tu trouves quand même que la crise a eu des effets sur les tickets de caisse ? Ouais, j'ai trouvé que les prix avaient vraiment augmenté. Un McDo, par exemple, ça m'a assez surpris, mais un menu classique, c'est plus de $12 maintenant. Enfin, j'ai pas souvenir que c'était si cher il y a quelques années de ça. Même si j'avais pas loué de voiture, j'ai un peu observé ce qui pouvait se passer au niveau essence et tout ça. J'ai trouvé que ça avait explosé, principalement dans l'Ouest. New York un peu moins, mais en Californie, les prix de l'essence sont juste mais énormes, quoi. Enfin, c'est passé à $6 le gallon. De mémoire, il y a 3 ans, c'était moins de $4, quoi. Donc c'est un sacré budget. Ça reste du tourisme assez cher, les États-Unis, mais au niveau alimentaire, je trouvais que ça avait vraiment augmenté. Alors quel bilan tu tires de ce voyage ? Très positif. J'attendais ça depuis mars 2020, clairement. Donc pour moi, c'était vraiment très positif et un soulagement de pouvoir remettre les pieds là-bas et l'impression que une page se tournait et qu'on allait enfin pouvoir regarder vers l'avenir. Donc ça, c'était plutôt cool. Alors j'en viens du coup à la question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que selon toi, on peut partir sans que les contraintes viennent gâcher le plaisir, ou est-ce qu'il vaut mieux attendre que la crise se tasse ? Bon, la question, elle est vite répondue, en tout cas en ce qui me concerne. Pour moi, les contraintes liées au Covid, ça n'empêche pas de voyager. Le port du masque, les contraintes liées au pass sanitaire, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien en France, donc je pense qu'on est tous un peu habitués et je pense qu'il va falloir faire avec. Ça va durer encore quelques temps, même après. Je pense que ça va pas s'arrêter au moment où le Covid va s'arrêter. C'est quelque chose qui va perdurer parce qu'on s'est habitué. Donc pour moi, c'est pas une contrainte. La vie aux États-Unis, elle est toujours la même. C'est ce que je disais à des amis qui me demandaient alors, comment t'as ressenti les choses. Vraiment, j'ai eu, hormis la présence du masque dans les lieux publics et tout ça, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait eu le travel ban. Enfin, c'est comme si le pays s'était figé et qu'il n'attendait juste qu'une chose, c'était qu'on revienne. Donc du coup, ça m'a pas gêné outre mesure. Le masque, je suis habituée, je le porte quasiment H24 au travail, donc du coup, c'est pas une contrainte pour moi. Le pass sanitaire, on l'utilise déjà beaucoup en France, donc c'est pas une contrainte non plus. Voilà, la seule différence, c'est peut-être pour la restauration, parce que pas forcément en Californie, mais j'ai trouvé qu'à New York, ils étaient beaucoup plus stricts par rapport à ça. Alors,
probablement que c'est en lien avec leur histoire face au Covid. Hein. Ils ont beaucoup souffert de la crise. Et du coup, les restaurateurs sont très pointilleux. Il y a beaucoup de jauges, de limites de clients. Il y a beaucoup de fast-food qui n'ont même plus de place en fait assise. Donc, c'est que du à emporter. Donc, voilà, ça, c'est une contrainte qui notamment en hiver peut être importante parce que faut savoir qu'à New York il faisait très froid et que quand c'est à emporter, se retrouver à manger dehors ou à boire son café dehors quand il fait 5 degrés, c'est pas la même que l'été quand il fait 25 et qu'on peut se poser dans un parc, quoi. Donc ça c'est une contrainte qui m'a un peu gênée à New York, mais pour la Californie pas du tout. J'ai trouvé que il n'y avait pas une grosse différence avec il y a 2 ans, quoi. Alors du coup, quels sont tes projets ? Quels sont mes projets ? C'est de reprogrammer mes voyages qui étaient prévus en 2020, notamment un avec ma mère, ce sera pour son premier voyage là-bas. C'est quelque chose dont elle rêve depuis longtemps et du coup qu'on avait prévu, qu'on a repoussé à plusieurs reprises, mais le travel ban s'éternisant, du coup ça n'a pas été possible. Donc on a de grands espoirs pour mai 2022. Donc les billets d'avion sont pris. Et l'avantage avec Air France, c'est que c'est remboursable si souci particulier. Donc voilà. Donc on y croit très fortement. Moi, j'y ai remis les pieds. Donc maintenant, je me dis que tout est possible et il faut rester optimiste et que voilà, ça va être possible. Ce qui est sûr, c'est qu'on pourra suivre toutes tes aventures comme d'habitude sur le forum Sunset. J'essaye au maximum de faire un live quand j'y suis. Alors, je suis pas forcément hyper active, mais je poste régulièrement quand même. Et puis, à mon retour, j'essaie de faire un petit carnet, histoire de revivre un peu ce que j'ai vécu et de pouvoir partager avec la communauté Sunset. Eh bien, grand merci Johanna pour ton témoignage. Ça nous a fait vraiment très très plaisir. Je t'en prie, et puis ça fait un plaisir pour moi aussi. Alors n'hésitez pas à partager cet épisode, à laisser vos avis, vos commentaires, notamment sur Apple Podcast, et à nous dire d'ailleurs, quelle thématique vous souhaiteriez que nous abordions lors d'un prochain épisode. On vous dit à bientôt et merci.